d'utiliser ce type. Puis, en regardant un petit peu l'histoire du XVIIe siècle, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage manifeste entre la manière dont Vauban jugeait son temps et cet esprit classique. J'ai eu un professeur, moi, de littérature qui nous disait toujours le XVIIe siècle, grâce à l'esprit classique, c'est le seul siècle dont la France n'est pas à rougir. Or, Vauban ne s'inscrit pas du tout dans la logique de l'esprit classique. L'humanisme au XVIIe siècle, en dehors des libertins, et je pense en particulier au chevalier de Méret, le chevalier de Méret disait « L'honnête homme ne se pique de rien ». C'était encore, si vous voulez, la filière humaniste. Mais l'esprit classique va s'en éloigner très vite, pour des raisons diverses. L'humanisme, c'est une notion banalisée qui court en ce moment un petit peu les rues, et elle mérite d'être relevée. N'oublions pas que c'est la Renaissance qui mettait en avant la sagesse des humanités face à la foi chrétienne, diminuée, mais non contre elle. Et au XVIIe siècle, il va y avoir un développement de la raison, en particulier autour de Descartes, qui ira véritablement en sens inverse, dans la mesure où Descartes est véritablement le philosophe qui construit la personnalité humaine sur le cogito, ce mot haïssable, disait Pascal, le cogito étant précisément ce qui caractérise la raison en l'homme, hein, et uniquement elle. Ça, c'est Descartes. Vauban a le grand mérite, vous le savez, de parcourir le royaume en tous sens. Il dit lui-même, toujours m'en allant par voies et chemins, et ce qui représente indiscutablement des centaines de milliers de kilomètres pour procéder à la visite des places avec son merveilleux engin, vous savez, une sorte de chaise à porteur portée par 2 chevaux. Il saisit toutes les occasions pour s'informer des usages, comprendre les besoins, définir les possibilités. En cela, il se révèle moderne et il se révèle en particulier humaniste. A-t-on assez répété la formule de place assiégée par Vauban, place prise, mais ce qui importe, c'est la méthode utilisée au sens propre, méta-odos, c'est-à-dire qui met sur la voie, le tracé organisé et adapté. Quelques mots, si vous voulez, sur l'art des sièges et la technique. En 1669, il écrit sur réquisition de Louvois un mémoire des sièges. Comme il le souligne, et même s'il s'inspire du siège de Candie par les Ottomans, il souligne « Vous n'y verrez rien de connu, ni presque rien qui ait été pratiqué ». Mais il procède par exposé d'exemples concrets et de croquis simples et explicites. Ça, c'est très nouveau. Hein. Ça annonce un peu l'encyclopédie, il ne faut pas le négliger. Soulignons le rôle dévolu aux ingénieurs, je le cite, dont la science demande beaucoup de cœur, beaucoup d'esprit, beaucoup de cœur, beaucoup d'esprit et un jugement très solide. Et outre cela, une étude perpétuelle et une expérience consommée sur les principales parties de la guerre. Ce qui exige d'ailleurs également raison et expérience, tenant compte de l'évolution tactique. Il met en cause ses propres erreurs, celles par exemple qu'il avait commises au siège de Lille en 1667. L'ingénieur est comme l'acteur dans une pièce de théâtre, et la mise en scène exige qu'il maîtrise parfaitement
et pleinement ses gestes comme l'acteur son discours, celui de la tragédie classique et de la règle des trois unités d'action, de temps et le lieu qu'il a, là, pour une fois, adopté à l'esprit classique. Il va construire, vous savez, ces tours bastionnées qui jalonnent la première enceinte et enveloppent la demi-lune. Il va, les demi-lunes, et en général il y en a plusieurs, il va utiliser ce qu'il appelle les contrevalations, il y a quand même un vocabulaire de Vauban, ces contrevalations qui sont des retranchements qui sont ascendants à une place, et également les circonvolations, c'est du vocabulaire de Vauban, qui sont des retranchements qui permettent de recevoir une armée de secours. Toute la technique va s'adapter à ce montage scénique, et pour n'avoir pas pleinement suivi, le siège de Maestricht en 1673, en présence du roi, c'est lui qui le dit, fut fort sanglant à cause des incongruités. C'est Vauban qui le dit. Il faut se rappeler quand même qu'un certain nombre d'officiers furent tués, 80 exactement, dont D'Artagnan. D'Artagnan a été tué devant Maestricht. Et que 120 mousquetaires, 700 soldats ont été tués à ce fameux siège. Et il le dit bien, très mal à propos et sans aucune raison, dit Vauban. Alors là, c'est bien ce qu'il conduit à définir la plus belle frontière, la plus sûre, la plus aisée. C'est ce qu'il écrit à Louvois, le fameux précaré, obéit à une logique, celle de la nation française, en ses frontières. Et après la paix de Nimègue en novembre 1678, il définit un espace ponctué par 13 forteresses, chacune précédée par des lignes d'eau. Il faut se souvenir que ce fameux traité de Nimègue, qui a été signé par les coalisés, a donné à la France, de la part de l'Espagne, la Franche-Comté, c'est pas rien, hein. Et d'autre part, il a fallu rendre Maestricht aux Provinces-Unies. Provinces-Unies dont il faut bien se rappeler qu'elles ont été créées par l'Union d'Utrecht en 1579, exactement. Elles sont 6 provinces, hein, la Zélande, l'Utrecht, la Gueldre, la Frise et également le Grenage. Tout cela fait que son mémoire des places frontières de Flandre doit permettre les manœuvres des armées et assurer la défense du territoire. Rien de belliqueux chez Vauban. Là aussi, c'est un humaniste. Il faut simplement se garder les places de guerre qui n'ont de vertu ni d'autre action que celle qui leur est donnée par les hommes employés à la défense. Et il insiste, il écrit à son collègue maréchal, il le sera avant lui, puisque Catinat a été maréchal en 1693, Vauban ne l'a été qu'en 1703. Vous avez raison, dit-il, de dire à Catinat que trop de place en France est un inconvénient, et surtout un inconvénient en cas de grosse guerre. C'est une lettre de Vauban qui est d'ailleurs datée de Bazoches et en août 1687. Cette volonté, si vous voulez, de la part de Vauban s'exprime dans un certain nombre de progrès qu'il a fait faire à l'armée. Il ne faut pas oublier non plus que c'est lui qui a mis au point le fusil à percuteur à silex, qui remplace le mousquet, et qui permet de faire un front de troupes qui passe de 6 à 3 rangs, donc avec des tirs plus rapides et des pertes inévitablement moindres. C'est lui également qui remplace le canon de bronze par le canon de fer, ce qui permet évidemment d'avoir des
des tirs beaucoup plus fréquents et beaucoup plus efficaces, indiscutablement. Les canons de bronze, vous savez, s'abîmaient très vite, hein, alors que ces canons de fer, qu'il emploiera en particulier au siège Namur, pour la première fois, seront véritablement pour lui un progrès. N'oubliez pas qu'il a en face de lui le duc de Marlborough, et ce n'est pas un petit adversaire, hein, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Saint-Simon lui-même en fut impressionné, et il se montre jaloux de l'amitié et de la confiance que lui porte aussi bien Louvois, plus encore que Chamillard après, et le roi. Dans ce précaré, comme il le désirait, le roi serait un pouvoir, il le dit, de se moquer de ses ennemis et de rendre en se jouant leurs efforts inutiles. C'est une conception défensive de la stratégie qui est intéressante. Hein. Ce qui le conduit à défendre la quadrature, dit-il, je le cite, non pas du cercle, mais du pré. C'est une belle et bonne chose que de pouvoir tenir son fait des deux mains. C'est beau ça, hein, et c'est tout simple, et c'est la manière dont Vauban conçoit ce précaré. Et son nationalisme, à lui, est une vertu et procède du bon sens, pas celui de Descartes, hein, celui qui est le plus populaire, si j'ose dire. Un deuxième thème mérite notre attention pour comprendre Vauban, au plein sens du terme, un humanisme. Il s'agit d'un texte des oisivetés. Oisiveté, il emploie ce mot, les oisivetés, c'est le terme ociosus latin, c'est-à-dire lorsque je suis inactif. Ça ne veut pas dire que c'est l'oisiveté, si vous voulez, le vice. Hein. Mais les oisivetés, pour lui, c'est un moyen de s'exprimer. Et de s'exprimer sur les choses qui ne rentrent pas dans son travail normal. Hein. Pendant 15 ans, il a regroupé des textes, des traités en 12 volumes qui n'ont pas été publiés de son vivant. Il les a mis en ordre à la fin de sa vie. Le premier volume étant sur les Huguenots, hein, je vous en parlerai tout à l'heure. Le mémoire pour le rappel des Huguenots, le canal du Languedoc, les fortifications et l'attaque des places pour le duc de Bourgogne, qui ne sera pas publié non plus de son vivant. La défense des places, en passant par la culture des forêts, la cochonnerie, l'élection de Vézelay, dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Il songe même, en ce qui concerne le Languedoc, et ça c'est intéressant, à prolonger le canal des deux mers jusqu'à Bordeaux et Port-de-Bouc. Et il pense même joindre celui des trois plus grandes rivières du royaume, à savoir le Rhône, la Loire et la Garonne. Il avait des ambitions extrêmement curieuses, hein, et ça ne s'est jamais fait, mais il est certain que ça aurait pu être quelque chose de très intéressant. S'y ajoutent des méditations, alors qu'il est gouverneur de la place de Lille, sur l'indéfectibilité des substances, l'immortalité de l'âme, l'harmonie des sciences, car il est un peu philosophe quand même, malgré tout, celui que Louis XIV appelle son cousin. C'était son cousin, mais il était un peu philosophe. Alors, quelques mots sur la noblesse. Pour lui, la noblesse ne doit pas être une noblesse de cour, mais une noblesse d'esprit. Et il est très dur. Hein. Premier principe, il faut revenir à la tradition ancienne et ne conférer la noblesse que pour des services considérables rendus à l'État, services pouvant être aussi bien d'ordre civil que militaire. Il est certain que Vauban, éloigné de la cour par son activité de commissaire général des fortifications, qui est de 1778, ne s'intéresse pas à la hiérarchie et au rang qui obsède Saint-Simon, que les conseillers d'État prennent le pas sur les personnes de qualité non titrées, comme Saint-Simon ne le concerne pas. Il est vrai que la cour se nourrit de cabales, et ces cabales, comme le souligne le roi Ladurie dans un ouvrage récent sur Saint-Simon, il dit c'est un jeu de billard.
c'est-à-dire avec l'action directe ou indirecte des boules sur les autres. Bien sûr, Louis XIV en tire un pouvoir considérable sur ces nobles qui se contentent de jouer les apparences du pouvoir dans un camp de concertation permanente et formelle qu'est Versailles. Le service de l'État est en cause pour les nobles, puisqu'il n'y accède que très peu. Vauban ajoute, alors vous allez voir, maintenant, tout le monde ayant oraisé les biens et par n'importe quel moyen peut acquérir une charge qui lui donne des lettres de noblesse. On a pu parler d'antinobilisme justement par humanisme. On pense au Pamphile de la Bruyère, plein de lui, il ne se perd pas de vue, ne sort point de l'idée de sa grandeur, au bourgeois gentilhomme, j'insiste pas. Mais la bulle de la cour fonctionnait à merveille et les critiques ne pouvaient pas l'atteindre. Vauban va plus loin. Surtout, ne pas introduire dans la noblesse tant de gens si peu dignes d'y entrer, tant de gens qui pour tout mérite ont bien pillé le public et le particulier, sans jamais avoir hasardé un rhume pour le servir pour le service de l'État, loin de s'être porté à aucune action de guerre ou à rien d'important qui eût pu mettre leur vie en danger ou les exposer à quelque péril. Et ça, ça va assez loin. On ose à peine commenter de tels propos, car c'était à l'époque véritablement mettre en cause fondamentalement l'idée que, en particulier Louis XIV, se faisait de la cour. Mais ça l'arrangeait bien, donc il ne disait rien. Quelques mots sur la dîme royale. N'oublions pas, c'est vrai que Vauban, là aussi, va être extrêmement original. On a beaucoup écrit là-dessus. On a comparé même la dîme au cahier de doléances. Et il faut se souvenir que la description de Vézelay, déjà, en 1693, il s'était attaché par ses analyses et ses comptages, ses enquêtes chiffrées, à faire ressortir la misère du bas peuple qui retombe, et je le cite, par contre-coup sur les bourgeois des villes et de la campagne qui sont un peu aisés. Il n'y a que, vous connaissez l'histoire des cochonnets, il a été très frappé par ça, il n'y a que 21 cochons à Bazoches pour 500 habitants, il faut donc multiplier les cochonnets. Une truie et ses filles peuvent donner 4 millions de femelles au bout de 11 années, ce qui n'est évidemment qu'un maximum mathématique. De même, dans son traité de la culture des forêts, il dicte le repeuplement artificiel, tout cela à partir de ce qu'il voit dans cette élection de Vézelay. D'ailleurs, il y avait à l'époque un abbé. Vous savez que Vézelay n'était plus abbaye à cette époque, c'était une collégiale. Hein. Et l'abbé était le frère de Fouquet. Et c'était un abominable bonhomme, hein, d'où les critiques des moines, que j'en dirai deux mots tout à l'heure, que fait Vauban. Mais ce Fouquet a passé son temps à dresser les gens les uns contre les autres à Vézelay. Il y avait une misère véritablement très grande à Vézelay, ça il l'avait vu, Vauban. La taille, alors, qui est prélevée dans l'élection, aggrave la situation, car elle est souvent détournée. Les exemptions, bien sûr, touchent ceux qui sont en mesure de redresser la situation des revenus du royaume. La taille, dit Vauban, est tombée dans une telle corruption que les anges du ciel ne pourraient pas venir à bout de la corriger. Vous vous rendez compte? Il fait état des vexations et pilleries infinies dont le peuple est victime, ces armées de traitants, sous-traitants, avec leurs commis de toutes espèces, sensus de l'État, dont le nombre serait suffisant pour remplir les galères. Je ne sais pas si
qui, après 1000 friponneries punissables, marchent la tête haute dans Paris, parés des dépouilles de leurs concitoyens, avec autant d'orgueil que s'ils avaient sauvé l'État. Vous savez, il faut écrire des trucs pareils au XVIIe siècle. Hein. C'est véritablement ce que j'appelle l'humanisme, c'est ça, c'est dire les choses telles qu'elles sont et non pas se contenter d'un discours vain comme le fait l'esprit classique. Il ne croit pas, comme Bois-Guilbert, qu'une réforme de la taille soit suffisante. Il s'en ouvre à son ami d'armes, le marquis de Puisieux, et sans avoir consulté le maréchal Catinat et le président Harlay, non sans avoir, excusez-moi, consulté le maréchal Catinat et le président Harlay. La dîme royale est la règle très juste et si bien proportionnée que quelque autre manière qui puisse s'y prendre, il n'est pas possible d'approcher de sa justesse. Ah, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Pour construire son projet, Vauban s'appuie, en plus de Vézelay, sur des dénombrements. Ah, c'est une chose qu'il emprunte à Descartes, ça, le dénombrement. Et ces calculs, pris sur la Normandie, plus représentative de l'ensemble du pays, telle qu'elle a été étudiée par l'abbé Vincent Ragot de Beaumont, qui ne dédaigne pas le jansénisme, car il reçoit Arnaud chez lui à Tournai en 1679. Il vient à Paris chez le maréchal, où il reste à plusieurs reprises, et même pendant 2 mois. Là, il est consulté et apporte tous ses documents. Il ressort de ses analyses que la pauvreté, je le cite à Vauban maintenant, touche les 6 dixièmes de la population française. Quant aux 4 dixièmes restants, 3 sont fort malaisés. Bon, c'est le grand siècle, hein. 3 sont fort malaisés, ça fait 9% quand même. Hein. Et ça fait 9 dixièmes. Tout au plus, n'y a-t-il qu'un dixième très à son aise. Il convient donc de créer une capitulation générale qui n'exempta personne. Voilà l'idée pour. Le premier fonds est une perception réelle du fruit de la terre lors de la récolte. Selon les nécessités royales, on peut abaisser ou augmenter la quotité. Le deuxième fonds doit comprendre toutes sortes de revenus non compris dans le premier et qui s'appuieraient sur les dénombrements, toujours eux, refaits chaque année, qui décrivent la profession, les maisons et les autres biens, sauf les terres. Le troisième propriétaire des salines, dont la garde est réglée comme dans une place de guerre, s'y ajoutent des contributions indirectes, douanes aux frontières, café, vin, tabac, épices, et un quatrième fonds est fixé et intéresse les seuls revenus du domaine royal. Avec ça, ils pensent pouvoir tenir le coup, vous voyez. On n'a pas manqué de souligner la difficulté du prélèvement en nature. Et pourtant, n'oublions pas que près de 90% des Français étaient des paysans. Et à cette époque, du moins, c'était la seule méthode qui fait que chacun paye à proportion de son revenu. Bien sûr, il donne la suppression des fermiers généraux. Suppression des fermiers généraux, il n'y a plus besoin de fermiers généraux puisqu'on a un système juste qui fonctionne tout seul. Donc pas de fermiers généraux, quelle économie, hein. Mais ça, à l'époque, évidemment, c'était très difficile à accepter. Peut-être l'a-t-il lu au roi, ça c'est peu probable. Hein. Mais l'ouvrage est imprimé sans autorisation en décembre 1706, contrevenant un arrêt qui vient d'être pris. Un arrêt en conseil privé du 14 février 1707 l'interdit et confisque les exemplaires connus. En tout cas, il n'est l'objet d'aucune persécution. Il n'a été persécuté en aucune façon. Hein. Il siège pour la Chandeleur avec le roi et les chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit. À Versailles, il est dans les ordres royaux depuis peu de temps, le 2 février. Il écrit à Mesgrigny, oncle de Jacques-Marie à Charlotte de Vauban, gouverneur de Tournai, le 3 mars, peu de temps donc avant sa mort,
que le roi veut lui confier une mission sur les bords de la mer. Il se peut fort bien que la dîme royale fait si grand bruit à Paris et à la cour qu'on a fait défendre la lecture par un arrêt du Conseil, dit Vauban, qui n'a servi qu'à exciter la curiosité de tout le monde, si bien que si j'en avais 1 millier, il ne me resterait pas un dans 4 jours. Il m'en revient de très grands éloges de toutes parts. Vous voyez, c'est assez curieux. Évidemment, il n'a pas été énormément lu, mais enfin, malgré tout, il a été reçu assez bien. Le seul qui sera touché, c'est l'abbé Ragot qui sera assigné à résidence à Avranches. Vauban, ne l'oublions pas, meurt le 30 mars 1707, en paix avec lui-même, et son testament contient même un dispositif secret dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure, de 14 000 livres, entre les mains de son secrétaire Friand pour des enfants qu'il a eus, dit-il, de diverses personnes qui déclarent sa paternité. C'est une bronchopneumonie qu'il a emportée. Il a beaucoup toussé toute sa vie. Il se plaint de tousser tout le temps. Vauban. Quelques mots sur le rappel des Huguenots. Oui, je vous rappelle, en ce qui concerne le rappel des Huguenots, il faut faire attention parce qu'il faut le replacer dans son contexte. N'oublions pas qu'en 1683, il y a eu le siège de Vienne par les Ottomans et par le vizir Kara Mustafa, qui a failli très mal tourner. Heureusement que Jean Sobieski est arrivé de Suède, donc de pays protestants. Il est arrivé de Suède et a sauvé la mise. Et donc, la France n'était pas présente. Les liens avec la porte ont toujours été, pour Louis XIV, prioritaires. Donc, la France n'est pas dans le coup. L'Angleterre y est, mais pas la France, pour défendre Vienne. C'est assez curieux. Ça, c'est un point d'histoire qui n'est pas négligeable. Et la révocation de l'édit de Nantes est de 1685. Donc 2 ans après cet échec de la prise de Vienne. Et là aussi, il faut se souvenir qu'en 1792, la déclaration, non, c'est plutôt, attendez, je vous dis une sottise, là, il y a eu une déclaration des 4 articles, en 1672, c'est ça. Le pape Alexandre VIII a très mal réagi à cette déclaration des 4 articles. 4 articles qui séparaient le spirituel du temporel. Ne l'oublions pas, il a été aussi un précurseur là. Qui faisait que le pape n'avait plus à se mêler des affaires de l'État, qu'elles concernaient uniquement le domaine royal. Et bon, cette déclaration des 4 articles, Bossuet a certainement mis son grain de sel. Il a fallu que Louis XIV cède, et c'est donc, là je peux vous le dire, en 1691 que Louis XIV a renoncé à cette déclaration des 4 articles qui est la base du gallicanisme. L'Église de France, vous voyez, tout ça c'est lié avec le protestantisme, la menace qui peut peser. Alors, l'histoire du rappel des Huguenots est quelque chose de très intéressant chez Vauban. C'est l'ouvrage le plus étonnant, le plus fort qu'il a écrit. Et c'est le premier livre, premier article des oisivetés. Il l'a mis en tête. C'est important. Et c'est une oisiveté qui est assez curieuse. L'ouvrage donc en question, ce mémoire pour le rappel des Huguenots, est daté de décembre 1689. Son plaidoyer commence par une description pessimiste, dont je vous ai déjà parlé, de l'état du royaume. Le dedans du royaume est ruiné, dit Vauban. Tout souffre, tout pâtit et tout guérit. Il n'y a qu'à voir et examiner.
le fond des provinces, on trouvera encore pire que je le dis. La situation extérieure elle-même est redoutable. Guillaume d'Orange, le statutaire, a formé la Ligue d'Augsbourg contre la France. Et il va devenir roi d'Angleterre sous le nom de Guillaume III. Il le déteste, Vauban, Guillaume III. C'est vraiment l'horreur pour lui. Et il va monter successivement un certain nombre d'opérations qui vont permettre, bien sûr, d'éviter que les Provinces-Unies soient véritablement liées totalement à l'Angleterre. Remarquez, à la fin de la campagne de Flandre, toutes les Provinces-Unies espagnoles sont pratiquement échappent à Louis XIV. La guerre de dévolution aurait dû lui permettre, du fait de Marie-Thérèse d'Autriche, aurait dû lui permettre de récupérer ça. Mais il n'a pas pu y arriver. Il est allé jusqu'à Utrecht, puis on a levé les vannes. L'eau est entrée, ils n'ont pas pu continuer. Puis après, tout a été repris par Marlborough. Donc, vous voyez, il y a là une situation qui va se terminer par la paix de Ryswick en 1697, et la paix de Ryswick va seulement laisser à la France Strasbourg. Tout le reste, elle va le perdre pratiquement. C'est pas très brillant, la paix de Ryswick, alors que les troupes françaises n'ont pas été l'objet de défaites manifestes. Il y en a eu, mais pas manifestes. Le duc de Marlborough, indiscutablement, a remporté des victoires. Blenheim est la plus célèbre, en 1704. Il a repris Ath et Menin à Vauban, qui sont deux places qu'il avait pourtant fortifiées. Vous savez, le génie de Marlborough, c'est l'inverse de celui de Vauban. Vauban a le génie défensif. Marlborough a le génie offensif. Et il sait se servir des intermédiaires entre les places fortes. Et c'est ça que Vauban appelle la grosse guerre. C'est ça dont il a peur et dont il parle à Catinat. C'est la grosse guerre, c'est quand on est obligé de mettre les armées les unes en face des autres. Et ça, il le craint. Et il s'arrange pour que les forteresses évitent indiscutablement de se livrer à ce genre de bataille. Les Anglo-Hollandais sont là-dessus plus forts que nos armées, indiscutablement. Alors, il va, je reviens aux Huguenots, il accepte le projet de conversion des Huguenots si pieux et si saints et si justes, mais qui entraîne des conséquences désastreuses. Il va juger la révocation de l'édit de Nantes, non pas par le principe qu'il trouve juste, mais par les conséquences qu'il trouve désastreuses. 80, je le cite, à 100 000 personnes de toutes conditions ont déserté avec 30 millions de livres. C'est une somme considérable. Ils sont partis, particulièrement en Angleterre, pour l'argent. Dans l'addition d'avril 1692, il constate que sur les 600 000 personnes de tous âges et de tous sexes, il en reste 500 000, dont 10 000 convertis, ce qui l'inquiète le plus, excusez-moi, ce sont les 120 000 hommes qui sont propres à porter des armes. N'oubliez pas que c'est un militaire. 120 000 hommes. Seuls 60 000 restent, dont un tiers pour les troupes du roi. Le surplus de 40 000 est éparpillé, sans tête et sans corps, et il ne compte pas. Le militaire, là, tique sur ces comptages et dénombrements qui prouvent que cette amputation nuit grandement à l'armée. Le gouverneur de l'île sait que la coalition n'est pas terminée, et de plus, les arts et manufactures particulières souffrent. Colbert avait importé, vous savez, beaucoup d'artisans
dans des tas de domaines et tous ces gens-là vont repartir. Les activités commerciales s'atrophient. Nombre de marins et de soldats de valeur quittent leur corps et se retrouvent contre le roi. Quant aux conventions, elles se transforment en relax murés, sacrilèges et profanateurs. Elles sont très avantageuses, conclut Vauban, au prince d'Orange. Alors ça c'est évidemment... pourtant il existe des exceptions à l'égard des protestants. Il y en a une fameuse, c'est Turenne. Turenne est fait maréchal de France protestant. Il est encore protestant quand il est fait maréchal de France. Et c'était en 1693. Et il va se marier avec une protestante. Vous savez qu'il est mort au combat en Alsace et il a reçu un boulet dans le crâne. En 1600, voyons, oui, il est mort à Salzburg, c'est ça. Mais non, je confonds avec Catina, excusez-moi. Mais il a été fait maréchal de France et maréchal général en 1660 et il va mourir en 1679. Je dis des sottises, je confonds avec Catina. Vauban défend le principe de la liberté de conscience. Ah, là, c'est indiscutablement, là encore, l'humaniste. Ce qui fait que les sentiments intérieurs sont hors de la portée des rois et de leur puissance, et Dieu seul les peut diriger comme il lui plaît. Il prévoit que poursuivre les persécutions en les envoyant en galère ne servira qu'à grossir leur martyrologue. Dans ces conditions, Sa Majesté ne doit faire aucune difficulté de rétracter, et j'ose même dire qu'il y aurait de la témérité, dit-il, à s'y opiniâtrer, c'est joli opiniâtrer, davantage, ce serait mépriser mal à propos les règles du bon sens et de la bonne politique. Pour Vauban, la seule solution est bien le retrait, non par faiblesse, mais au contraire pour tirer le meilleur parti d'une situation oppressante et qui ne peut que dégénérer. Le grand secret sera de pouvoir attirer leur confiance. La réhabilitation ne peut se faire que dans un climat de confiance. Le jansénisme, même attaché à la prédestination, le gallicanisme cherchant à démarquer de toutes les manières possibles, l'un apportant une caution théologique, l'autre un axe politique. De plus, Vauban juge que l'action politique ne se comprend et ne se justifie que dans la durée. Et ça aussi, l'argument de la durée est fort. La gloire des actions ne se mesure point, je le cite, par le commencement de leur exécution, mais par le milieu. Mais ni par le milieu, mais par la fin. Et là, évidemment, ça exige la rétractation. Le risque que les coalisés, les confédérés nous l'imposent est souligné du fait même de leur capacité offensive. On ne peut tous les chasser du royaume, ces protestants, et septième moyen indiqué, les exterminer purement et simplement serait exécrable devant Dieu et devant les hommes. Il recommande même au roi, pour les réunir à la véritable Église, que les seules voies de la douceur et de la persuasion. Car demeure indiscutable le côté politique de la chose. La France doit redevenir le plus beau royaume du monde et rempli des meilleurs sujets. C'est lui qui dit ça. Il naît de richesse, et là encore c'est un mot d'humaniste, que d'homme. La plus belle parole d'un vrai humaniste. Et il ajoute: j'aime ma patrie à la folie, étant persuadé que tout bon citoyen doit l'aimer et faire tout pour elle. Ces deux raisons qui reviennent à la même. C'est une lettre à quatre fois. Pour cadrer correctement cette démarche insolite de Vauban, que Louvois, le secrétaire d'État à la guerre, n'a certainement pas lu au roi,
Oui, il l'a donné à Louvois, mais Louvois, vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, mais ça ne vous réussit pas les séjours à Bazoches, parce qu'il avait écrit ça à Bazoches. Alors, il lui conseillait de ne plus y retourner à Bazoches, parce qu'il y écrivait le mémoire sur le rappel des Huguenots. Non, enfin, ça. Et donc, ce mémoire va entraîner, vous le savez, en 1702, la révolte des Camisards. Après l'assassinat de l'abbé Duchesne, il mobilisa 10 000 hommes qui manquèrent à la campagne d'Espagne, évidemment. Et là, il voit bien le militaire, il faut les tirer, les hommes, et ils manquent ailleurs. Hein. Et la soumission de Cavalier à Nîmes en 1704 ne calma pas les passions soulevées. Vauban le constate avec un humour noir. Cévennes et Vivarais, pays pavé de nouveaux convertis qui sont catholiques, comme moi, je suis malhonnête. C'est une lettre à Lepelletier, intendant des Flandres. Il va plus loin en soulignant que cette révocation mettrait le poignard dans le sein du prince d'Orange, ce qui prouve qu'il est conscient du danger que présente la monarchie modérée d'implication protestante. Bon, la création de la patrie, c'est une idée qui est, à mon avis, aussi fondamentale chez Vauban. Le maréchal a une connaissance du royaume. Je l'appelle le maréchal, bien qu'il n'ait pas été bien longtemps maréchal, puisqu'il n'était que 4 ans, ayant été en 1703, il est mort en 1707. Et il a une connaissance unique du royaume, en particulier avec sa litière dont je vous ai déjà parlé. Jeune ingénieur de 1651 à 1667, il parcourt, tenez-vous bien, 17 000 km, soit une moyenne annuelle entre 865 et 4 280 km. Commissaire général de 1678 à 1703, 66 000 km dans la première année, 52 900 pour la deuxième. Tous ces grands déplacements régionaux lui permettent non seulement, en allant par voyage et par chemin, comme il dit, d'inspecter les places fortes, parce que c'est déjà son travail, hein, mais d'écouter et de consulter hein, tout un chacun. Il est frappant de constater qu'il a une connaissance actuelle d'aujourd'hui, de la vie politique, dans un temps où personne ne l'a. Parce que personne ne peut faire ça. Et ça, c'est extraordinaire. Et le roi, là, il faut lui rendre ses justices. Le roi a très bien compris ça. Et il lui donne une importance considérable. Il a toujours été, je vous le disais pour la dîme royale, il n'y a pas eu de sanctions. Non. On l'a brûlé, vous me direz, mais enfin, il n'y a pas eu de sanctions contre lui. Parce qu'il estimait que c'était un homme dont le jugement était déterminant pour son propre jugement à lui, Louis XIV. Et son jugement impressionne le roi. Sa méthode générale est facile pour faire le dénombrement du peuple de 1686, qu'il a testé à Douai, permet de distinguer d'un coup d'œil les catégories d'habitants, les ressources. Les comptages et dénombrements ne sont pour lui qu'un moyen d'enrichissement du pays, parce qu'il part toujours avec cette idée, hein, qu'ils sont l'expression même de la réalité telle qu'elle est, à l'inverse de nos sondages artificiels, provisoires, et la plupart du temps inconsistants, qui s'arrêtent, vous voyez, qui s'arrêtent. Lui, ces dénombrements anticipent, et c'est là qu'il est véritablement un humaniste, pas les sondages. Ainsi, Vauban est un homme du centre de la France, ce lieu agacé par la circulation des envahisseurs, parfois étrangers, qui sait se réfugier derrière une cuirasse de veilleurs qui tiennent la maison toujours discret. Du centre, il est possible de sonder les alentours, d'acclimater la périphérie.
d'avoir une idée de la France comme d'une personne. Et il dit à Chamillard, le deuxième secrétaire d'État à la guerre, après la mort de Louvois, la France a des bornes naturelles, au-delà desquelles il semble que le bon sens ne permette pas de porter ses pensées. Ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs d'avoir l'idée, c'est toujours dans les oisivetés, l'idée de prévoir une monnaie de la chrétienté. Vous vous rendez compte, une monnaie de la chrétienté, c'est-à-dire européenne. Et je le cite, donc convenir d'un titre et d'une monnaie universelle, décriée de concert et en même temps toutes les autres. C'est étonnant, c'est presque l'euro. Hein. Ainsi, toutes les ambitions de la France doivent le renfermer la renfermer entre le sommet des Alpes et des Pyrénées, des Suisses et des deux mers. C'est dans les intérêts présents des États de la chrétienté qui dit ça. C'est bien cet argument que Talleyrand, d'ailleurs, reprendra auprès du tsar Alexandre après le congrès d'Erfurt comme au congrès de Vienne. Le Rhin, les Alpes, les Pyrénées sont les conquêtes de la France. Le reste, dit Talleyrand, est la conquête de l'empereur. La France n'y tient pas. C'était reprendre le schéma de Vauban. On avait d'ailleurs fait une médaille de Vauban avec Mitterrand sur laquelle on avait mis du Morvan à l'Hexagone. C'est une belle devise. Hein. Sa deuxième idée est bien l'égalité qui commence par l'égalité fiscale et qui s'accomplit alors par la liberté de la foi. Le reste vient comme par surcroît. Il faudra un siècle en France et attendre 1789, même 93, qu'il ait pu écrire, vous écoutez bien ça aussi, toujours dans les oisivetés, hein, que les revenus ecclésiastiques étaient un pieux brigandage exercé sur tous les sujets de l'État, qu'il convenait de supprimer les moines de toutes espèces et en réunir tous les biens à l'État et les vendre pour tirer parti de ses dettes. C'est ce qu'il conseille à Louis XIV. XIV ne l'a pas fait, mais enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de l'audace de cela. On n'en parle pas beaucoup d'ailleurs de ça. Aujourd'hui encore règne l'exception et le non taillable, ainsi les comptes occultes, les paradis fiscaux, quelques privilèges catégoriels, les stock options, sans parler des émoluments indécents de certains maîtres d'industrie. Bon, ben, vous savez, ça, c'est peut-être moins qu'au XVIIe siècle, mais ça reste quand même. Hein. On maintient toujours cela. Enfin, Sébastien, le prêtre de Vauban, qui ne se trouve qu'un demi-ingénieur, est jugé ainsi par Saint-Simon, qui tenait pour la seule ligne et lignée de haute noblesse, la sienne, pourtant elle était récente, hein, et le père avait été anobli par l'automne, enfin bon. C'était le meilleur homme et le meilleur patriote du monde, toujours avide de servir l'État. C'est Saint-Simon qui le dit. Le terme patriote rentre dans la langue française tout droit et très sûr avec Vauban et Saint-Simon. Hein. C'est quand même pas si mal que ça. Hein. Et il ajoute, il est inconcevable qu'avec tant de droiture et de franchise, c'est Saint-Simon qui dit, ni capable de se prêter à rien de faux et de mauvais, il ait pu gagner, au point qu'il fit, l'amitié et la confiance de Louvois et du roi. Ça l'agace un petit peu, ça, Saint-Simon. Hein, mais enfin, bon, malgré tout, c'est là. Hein. Au fond, ce jugement n'est pas si tendre que cela pour le roi et pour son ministre de la guerre, son secrétaire d'État de la guerre, qui peut-être n'aurait pas su reconnaître ses mérites. Il est vrai que Louis XIV n'hésite pas à lui dire « Je serai toujours pour vous, Vauban ». Et il est resté pour nous aussi un héros, mais
un héros à taille humaine, fidèle à son Morvan d'argile des alentours et de granit du centre du Morvan. Vous savez, je vais vous dire quelques mots de son j'ai le temps encore un petit peu, pas long, mais j'en ai pas long. Excusez-moi, non, c'est parce que nous devons être à midi au centre. J'ai compris. Je crains que le docteur Signé soit là pour. Il ne faudrait pas trop le faire attendre. Oh, ben, il était mon collègue, je suis pas prêt. Bon. Je dis quelques mots de son testament secret et après je finis. Rien de plus modeste que cette ultime déclaration qui commence par un confiteor très prosaïque et la demande toute humble de pardon des fautes et offenses, comme un bon et vrai paysan du Morvan, pas comme un maréchal de France. Bien sûr, aucune mention des titres glorieux ni des actions d'éclat, pas de rituel funéraire exceptionnel. Nous sommes aux antipodes des usages grégoriens qui prévoyaient à 30 ans, le plus tôt qu'il se pourra. Il ne le fait pas. Seulement une messe basse de requiem. Mais la sépulture sera dans l'église conformément au concile de Reims, qui prévoit que cela est possible avec permission de l'évêque à ceux qui ont rendu, je cite, service à Dieu et à la religion. C'est Madame de Vauban, décédée 2 ans avant le maréchal, qui était en charge de ces dispositions. Les legs pieux ne sont pas assortis de messes au détail, je cite Vauvel. Les églises provinciales de Méterre, dit Vauban, sont dotées pour assurer les réparations. Les pauvres de ces paroisses ne sont pas oubliés, mais ne sont pas requis pour accompagner l'enterrement. Vous vous rendez compte? Ce qui était l'usage, en général. Ils ne sont pas requis. Il ne les a pas requis. Il n'oublie pas la pauvre fille à marier, ça c'était dans le legs du duc de Nevers de Neuffontaine. Son secrétaire Friant succède à son épouse pour les autres dotations. Je vous dis quelques mots de son secrétaire, parce qu'il est intéressant. Friant est originaire de la forêt d'Oth, centre Bourgogne et Champagne méridionale, dans un fief de la famille de Mérigny. Mérigny, c'était le gendre. Né en 1654, son père était avocat au Parlement et bailli de son village Marais-en-Othe. À 22 ans, il entre au service de Sébastien le prêtre, après la mort à la tâche de son prédécesseur, le pauvre Richebrac. Dit Vauban, le pauvre Richebrac, parce qu'il avait dû lui en faire voir toutes les couleurs. Il vient souvent à Bazoches, car il a épousé la fille du premier président du grenier à sel de Vézelay, et il obtient des procurations pour la gestion des terres. Lors de l'élévation de Sébastien le prêtre au maréchalat, il est nommé commissaire des guerres, ce qui n'est pas rien, et il achète la seigneurie de Ruère, qui est un bien de réformer. Les archives Rosambeau et celles du service du génie prouvent que sa tâche était écrasante du fait du nombre considérable des rapports. C'est lui qui dépose le testament de son maître le jour de sa mort, le mercredi 30 mars 1707, chez maître Auvray, notaire de Vauban. Un service solennel a lieu en l'église Saint-Roch, sa paroisse parisienne, le 1er avril. Le corps est alors transporté au diocèse d'Autun, où il est inhumé dans la chapelle Saint-Sébastien de l'église paroissiale, mais conduit par M. Lenouet de Sully, prêtre délégué par le curé de Saint-Roch. 2000 personnes assistaient à l'office. Des messes de deuil sont célébrées les jours suivants. Friant dispose des sommes prévues selon sa bonne foi et sa conscience. Toutefois, les domestiques reçoivent une année de leur gage, sans oublier Friant et mademoiselle Friant, sa femme et sa fille Fanchon. Il termine en donnant tous ses biens à son épouse, mais bon, c'est... Enfin, il révoque tout autre testament de codicile, ce qui fut fait le 23 mars 1702. Pourtant, il remet entre les mains du sieur Friant un codicile secret pour en disposer comme ci-après, daté du 23 mars 1702 également. Il est rare de trouver le maréchal en contradiction avec lui-même, car il est un homme de principe.
c'est embêtant. Il s'agit d'une somme de 14 000 livres. Première clause. Alors ça, c'est invraisemblable. Première clause, la prévôté de Fougue en Loire, avec 3 000 livres pour dédommager les gens de ce pays qui lui ont payé ses quartiers d'hiver, tenez-vous bien, alors qu'il était lieutenant sur le maréchal de La Ferté. Alors ça, c'est assez étonnant, mais il leur rembourse, voyez, 3 000 livres. Cette dévolution post-mortem s'applique aussi à un certain nombre de dames avec qui il a eu commerce. Mademoiselle Balthazar, qui prétend avoir eu un enfant de moi, 2 000 livres, car il n'était pas impossible que cela puisse être. C'est lui qui le dit. Même disposition pour Mademoiselle Poussin, même somme, avec le même scrupule. Madame de la Motte, même s'il doute fort de la vérité, toujours la même somme. C'est lui qui le dit. Mademoiselle Beauchamp, il faudra accommoder secreto avec elle 1000 écus sur la maison de ville. Une pauvre dame irlandaise, ça lui tenait beaucoup, Madame d'Istrich, même si j'ai lieu d'en douter, aurait eu un enfant de moi, toujours de 1000 livres. Nul doute que le maréchal, qui était un mathématicien émérite, ait eu connaissance des travaux de Fermat et de Pascal sur le calcul des probabilités, repris par Bernoulli en 1699, vous voyez que ça colle, et qui peut s'appliquer à ses performances extra-conjugales. Bon, enfin, ce qui fait en tout 14 000 livres, en cas d'absence d'enfant, la pauvre dame irlandaise, femme de qualité, en sera bénéficiaire. Le tout doit se faire dans la plus grande discrétion. Voilà bien une âme chrétienne, fidèle à sa foi d'homme ordinaire, fier de son Morvan, et pour qui être maréchal de France n'est qu'une péripétie de l'histoire, tant il a servi le roi pour de vrai. Je termine en disant, quand même en prenant mon idée de l'art classique, l'esprit classique est fondamentalement cathartique, c'est-à-dire qu'il évacue l'émotion, la passion, toutes les frondes, n'oublions pas ça, toutes les frondes, tout ce qui ne se réduit pas en propositions claires et distinctes, en aphorismes découpés et percutants. Son inaptitude à l'expérience saute aux yeux. La géométrie analytique cartésienne réduit l'espace au concept, alors que le traité de l'équilibre des liqueurs pascalien débouche sur l'application. Mais Pascal n'était pas classique. Les épîtres de Boileau, les oraisons funèbres de Bossuet, la tragédie de Corneille où l'acteur joue dans les jambes des seigneurs, assis sur la scène, entraîne une gestuelle appauvrie, tout comme l'étiquette de la cour, réduisent la relation humaine à sa surface. Saint-Simon, lui, évidemment, se bagarre pour les tabourets, mais enfin, ça n'a pas une grande importance. Tout cet appareil d'apparence ne concerne pas Vauban. D'abord, homme d'action, de vigilance, de prévention. C'est un homme de prévention. C'est au fond, et je terminerai comme ça, c'est un celte des forêts. Oui, j'ai entendu qu'il y avait un spécialiste des celtes, mais c'est aussi, et c'est en même temps, en tant que celte, un chercheur d'espace de liberté et de paix.